L'imbroglio, vous savez qu'au théâtre, c'est une pièce à l'intrigue très compliquée. Alors, plus généralement, sous ce mot l'imbroglio qui vient d'italien, on désigne toute situation extrêmement complexe, confuse, et il m'a semblé que c'était vraiment le qualificatif qui convenait pour ces relations États-Unis-Vichy, qui sont, à mon sens, l'imbroglio le plus complexe de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a deux imbroglios, un petit dans un grand imbroglio, un peu comme les poupées russes, vous savez, les matrioshkas, l'une dans l'autre. Alors, le grand imbroglio, c'est celui que constituent les relations entre Roosevelt et Vichy. Roosevelt est un président extrêmement progressiste, très démocratique, président de la plus grande démocratie du monde, très à gauche sur l'échiquier américain, et il a une amitié très forte pour Philippe Pétain, et on peut expliquer pourquoi. Parce qu'il était déjà en 1919 secrétaire adjoint à la marine du président Wilson. Il est venu sur le champ de bataille en 1918, il a rencontré Pétain, il l'a admiré, etc. Il en reste beaucoup de respect pour l'homme Pétain. Et à côté de ça, une sorte d'effondrement chez cet homme qui était très francophile, effondrement parce qu'il a vu la France disparaître soudainement. Il le dit, c'est comme l'Allemagne après Iéna. Elle a disparu totalement de la scène mondiale, et donc il se rapproche à ce qui existe. Le petit imbroglio, c'est ce qui se passe après le 8 novembre 1942, après le débarquement américain qui est en réalité un débarquement anglo-américain sur les côtes d'Afrique du Nord, du Maroc à l'Algérie coloniale de l'époque. En Tunisie, les Alliés arriveront trop tard, ce seront les Allemands qui les précéderont. Et il se passe un événement assez extraordinaire, c'est qu'à peine arrivés, les Américains vont porter au pouvoir les autorités locales de Vichy. C'est-à-dire qu'ils vont établir, ils emploient même le terme dans leur correspondance, ils vont établir un État français d'Afrique du Nord qui est en réalité un régime de Vichy hors les murs. C'est une situation absolument surréaliste. Ils établissent un régime de Vichy hors les murs sous protectorat américain. Et les résistants qui les ont aidés à débarquer vont se retrouver internés au conflit, aux confins sahariens. C'est un homme assez fascinant, très fascinant. Les portraits qu'on a de lui sont toujours très, très sympathiques. C'est un homme très chaleureux. En réalité, c'est une personnalité, elle aussi, très complexe. D'une part, il est issu d'une famille richissime. Les Roosevelt, c'est une famille fondatrice de New York. C'est une famille d'origine néerlandaise. Et New York est une ville hollandaise au départ. Vous savez qu'elle s'est appelée Nouvelle-Amsterdam avant de s'appeler New York. Donc c'est une famille richissime, il possède une partie du port de New York, d'immenses propriétés, etc. Et il se situe, ça arrive souvent dans la vie politique américaine, il se situe à l'aile gauche du Parti démocrate, à l'extrême gauche du Parti démocrate. C'est un peu une tradition aux États-Unis. Il y avait déjà Kennedy, qui était le milliardaire de la gauche du Parti démocrate. Et cet homme a d'abord été une sorte de richissime joueur de politique. Il jouait en politique parce que c'était un peu la tradition dans sa famille. Il avait un cousin éloigné qui avait déjà été président des États-Unis, républicain il est vrai. Et puis il a pris une allure plus forte, plus tragique aussi, après avoir été frappé à l'âge de 39 ans par la poliomyélite. Désormais, il perd l'usage de ses membres inférieurs, il se déplace en fauteuil roulant, et le monde va toujours être très impressionné par sa résistance physique, résistance morale surtout. Il va poursuivre une longue carrière politique malgré ce handicap extraordinaire. Alors c'est un homme assez curieux parce qu'en politique intérieure, il mène une politique de gauche avec le New Deal. Le New Deal, c'est une sorte d'État-providence à l'américaine, une sorte de front populaire à l'américaine. Il joue à fond avec les fonds de l'État, la droite américaine le compare à un Lénine, un satrape, etc. Par contre, en politique extérieure, il est extrêmement prudent, très prudent, et jusqu'au bout, il va hésiter à entrer en guerre. C'est seulement avec Pearl Harbor qu'il va rentrer en guerre, ce qui est quand même étonnant parce que la Cour suprême, en réalité, Roosevelt a une obsession, il craint d'être un jour l'objet d'un impeachment et d'être ainsi défait de la présidence américaine. Or, il prend tous les risques en politique intérieure
et en politique extérieure, il n'en prend aucun, alors que la Cour suprême casse systématiquement ses mesures intérieures sur le New Deal, tandis que sur le plan extérieur, la Cour suprême a toujours dit, dans 2 arrêts 1936, qui sont des arrêts de principe, la Cour suprême a dit que le président des États-Unis peut parfaitement user de pouvoirs inhérents à la présidence, même si ce sont des pouvoirs non constitutionnels. Il doit protéger le peuple américain, la nation américaine, contre la montée des périls. Alors là, on voit qu'évidemment, les États-Unis, après tout, ont une politique très pragmatique et qu'ils pensent d'abord à leur intérêt national. S'ils restent au contact de Vichy si longtemps, c'est parce qu'ils souhaitent, premièrement, que la flotte française ne tombe pas dans les mains de l'Axe. Ça, c'est quand même un point extrêmement important. La flotte française, en 1939, est la plus importante du continent européen. À part, évidemment, les îles britanniques. Deuxièmement, eh bien, évidemment, ils ne veulent pas d'alliance formelle entre Vichy et l'Allemagne nationale-socialiste, ce que souhaitent certains dirigeants vichysois. Donc là, il y a aussi cet obstacle. Et troisièmement, ils vont espérer que jamais les armées allemandes ne pourront occuper l'Afrique du Nord française et l'Afrique noire. Cela reste des enjeux très importants, d'autant plus que Roosevelt était pris de stratégie navale. C'est un homme qui ne lit pas tellement, mais il lit les ouvrages de stratégie navale, ça l'a toujours passionné. Et donc, il pense que le fait que le nord de l'Afrique et l'Afrique noire restent en dehors du dominium national-socialiste, c'est très important. Et alors, en 1944, le général de Gaulle et le général Giraud sont tous deux, après la chute de l'État vichyste d'Afrique du Nord, le général de Gaulle et le général Giraud sont tous deux mis en place comme coprésidents du Comité français de libération nationale. Et donc, le général de Gaulle va se débarrasser du général Giraud par une série de coups de boutoir que je retrace, qui sont parfois peut-être pas très sympathiques quand même pour le général Giraud, qui se fait piéger à plusieurs reprises, qui est un peu un homme de guerre, qui n'est pas du tout un homme politique. Et j'ai, au fond, esquissé cette idée que c'était un peu le prélude de ce que sera le style diplomatique du général de Gaulle plus tard, à l'époque de la Ve République, puisqu'il procédera, là encore, par coups de boutoir, par exemple à l'intérieur de la communauté européenne, ou bien dans les rapports, évidemment, avec les États-Unis au sein de l'Alliance atlantique.